Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes en direct du studio Lumix et aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir deux invités, Denis Fabre et Yves Béchu. Messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Michel, bonjour à tous. Alors, pour vous présenter rapidement, Denis Fabre, tu as beaucoup de responsabilités, mais je vais te laisser toi-même te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, Denis Fabre, je suis directeur du golf de Saint-Cloud depuis 2001 et président de l'association des directeurs de golf de France depuis 2011. Voilà, et j'ai le plaisir de mener cette association forte de 340 directrices et directeurs de golf en France. Eh bien, c'est parfait et ta présence aujourd'hui est très importante puisque, évidemment, la situation du confinement est préoccupante pour beaucoup. On se soucie évidemment de savoir quand est-ce qu'on pourra aller rejouer au golf, bien sûr. Tout ne dépend pas que de nous aujourd'hui, mais on pourra au moins en parler. Et Yves Béchu. Bonjour à toutes et à tous. J'ai Yves Béchu, donc je suis directeur de la PGA France, Association des professionnels de golf français, depuis 2007. Et en parallèle, je suis président du syndicat national des métiers du sport. Eh bien, c'est parfait, messieurs. Donc aujourd'hui, évidemment, votre présence est... Je vous ai réunis tous les deux parce que vous êtes deux acteurs du golf. Évidemment, vraiment, on va dire que vous êtes au pied du mur tous les jours, surtout en ce moment dans cette situation où vous devez beaucoup rassurer les gens qui comptent vraiment sur vous parce que vous êtes quand même informés, souvent les premiers des nouvelles directives, de ce qui se passe, de ce qu'il faut faire, voilà, de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Et donc évidemment, ma première question, au nom de donc, tous les golfeurs, c'est pouvez-vous déjà nous expliquer comment vous arrivez à rassurer vos collègues et à faire en sorte d'avoir de temps en temps, du côté de Yves, plutôt des aides pour les professionnels. Alors on va laisser la parole à Denis. Denis, quel est l'état des lieux en ce moment? En tout cas, quel est le climat en France, au niveau des golfs? Pour être très honnête, on a pris un petit coup, un gros coup derrière la tête le 29 octobre dernier. Je dirais qu'il y a quelques semaines encore, nous étions un peu dans l'euphorie tout le monde s'était donné beaucoup de mal pour essayer et faire en sorte que la première période de confinement soit la plus amoindrie possible. Et je crois que tous les acteurs du monde du golf, quels qu'ils soient, et tous ceux qui travaillent dans le milieu du golf se sont donné beaucoup de mal de façon à faire en sorte de réduire l'écart que nous avions estimé en termes de chiffre d'affaires, d'améliorer le résultat de sa structure. Et j'ai envie de dire que il y a encore quelques semaines, on était plutôt dans cet aspect euphorique. On se disait, on y est arrivé et on va sortir de cette année avec le sentiment de s'être donné beaucoup de mal, mais d'avoir plutôt amélioré la situation. Le deuxième confinement, c'est un vrai coup de massue pour nous parce que bien évidemment, on perd dans cette dynamique qui était la nôtre. Et ce qu'on évoquait tout à l'heure ensemble, c'est bien évidemment de faire en sorte sans perspective. Pour l'instant, en tout cas, sans perspective de réouverture, c'est faire en sorte de redonner le moral à nos troupes. Et ce n'est pas chose facile parce qu'encore une fois, les organismes sont extrêmement fatigués. Les organismes se sont donné beaucoup de mal pour faire en sorte d'améliorer cette situation économique dans les structures. Et donc, c'est vrai qu'on prend un gros coup derrière la tête et que c'est un petit peu compliqué pour nous tous. Alors Yves, côté association des professionnels de golf, qui compte combien de membres, juste pour rappel? Aujourd'hui, nous comptons 1498 membres. Pour donner une petite ordre d'idée, on est la deuxième plus grosse PGA continentale derrière l'Allemagne. Donc ça touche, le confinement touche beaucoup d'enseignants. Dans la même optique que Denis, la reprise s'était plutôt bien passée. Tout le monde était aussi dans la dynamisme du aller en avant. Et là, c'était un petit peu pareil, le coup de massue.
on le sentait venir, mais pas aussi brutalement, quoi. Donc tout le monde, ça a été un stop direct et pour l'instant dont on voit pas l'issue rapide. Alors, en dehors de ça, oui. il y a les aides de l'État, surtout pour les activités libérales, indépendants et auto-entrepreneurs, sont là. Donc, c'est je dirais, un moindre mal, mais c'est tout sauf satisfaisant aujourd'hui. Donc, la profession c'est compliqué. C'est une période extrêmement compliquée pour la profession, comme pour beaucoup d'autres. Mais pour les enseignants de golf, oui. Denis, j'ai une question pour toi. Est-ce que ça veut dire que dans l'avenir, il va falloir commencer à penser à l'accès à nos golfs un peu différemment, si des fois on avait encore un problème de la même catégorie d'ici quelques années, bien sûr, ce que je ne nous souhaite pas, mais est-ce qu'on va commencer à anticiper sur, par exemple, mettre des portiques de désinfection pour rentrer dans les golfs, comme on l'a vu en Corse là récemment dans des supermarchés? C'est très bien, ça rassure tout le monde. C'est pas grand chose, on prend une température, on passe le portique, tout le monde est rassuré. Est-ce qu'on peut envisager que dans les golfs, on puisse mettre de tels systèmes pour qu'on puisse être considéré comme vraiment des endroits vraiment sans risque? Alors, je pense que c'est prématuré, mais honnêtement, je crois nous sommes des endroits sans risque. On peut le dire. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui qui puisse nous dire que c'est compliqué de jouer au golf en plein air, sport de nature par excellence, et plutôt espacés les uns des autres. Je crois que la difficulté aujourd'hui, elle est de participer à l'effort national qui nous est demandé par le gouvernement. Je crois que le problème, il n'est pas forcément lié au fait de se trouver sur le parcours de golf, parce qu'encore une fois, sur le parcours de golf, on ne risque pas grand-chose, mais bien d'éviter la surenchère des déplacements au-delà de 1 km, on l'a bien compris. Le fait qu'on doit faire en sorte de ne pas remplir les hôpitaux et donc d'éviter le suraccident, et notamment le suraccident automobile. Voilà. Mais je pense que par rapport à un supermarché, ce que tu évoquais, Michel, on est quand même assez éloigné de tout ça, et on a la chance de pratiquer un sport de plein air, en pleine nature, avec la nécessité d'être éloignés les uns des autres. Et donc, honnêtement, on n'a pas travaillé sur cet aspect-là pour en parler, puisque on a cette certitude de pouvoir jouer en toute sécurité, en tout cas toute sécurité. Oui, bien sûr. Alors évidemment, sur un golf, la question ne se pose pas, mais je pensais par rapport à un complexe, par rapport à un clubhouse, par rapport à des lieux de vie. Ma question était dans ce sens, mais bon, peu importe. J'ai bien compris que c'était très prématuré, mais bon, de nos jours, on s'aperçoit que quand on n'anticipe pas les choses, on peut se faire surprendre et après, on n'a plus le temps de réagir. Alors, beaucoup de questions ont été posées. Des gens qui travaillent cet après-midi ne pourront pas assister au live, donc m'ont transmis vos questions. Vous qui êtes en ce moment en direct avec nous, n'hésitez pas évidemment à placer une question évidemment assez courte, pas trop longue, sinon je ne pourrais pas la placer, de manière à ce que je puisse la transférer tout de suite à nos deux invités aujourd'hui. Alors, on va parler tout de suite de choses un peu plus légères et sympas. On va partir sur la distance au golf, c'est-à-dire la distance des joueurs de golf, qui maintenant est quelque chose qui commence à nous titiller. Je voulais savoir votre style. Voilà, je voulais savoir votre position. Je voulais savoir votre position à tous les deux sur la distance. Est-ce que je vais être un peu provocateur, mais c'est pas grave. Denis, est-ce qu'on peut rallonger le golf de Saint-Cloud ou pas du tout? Alors ça, c'est le mauvais exemple, le golf de Saint-Cloud, puisqu'il est enclavé autour de trois communes, avec une présence immobilière certaine. Donc non, ça sera pas possible. Et ensuite, c'est déjà assez long pour moi le parcours, donc j'ai aucune raison de faire en sorte de l'allonger. Yves, la distance. La distance. Aujourd'hui, ça fait quand même depuis un certain nombre d'années où c'est un petit peu la course à la distance. Les joueurs ont vraiment se sont développés musculairement de façon régulière. Alors c'est vrai que là, on en parle beaucoup parce qu'on a un phénomène qui est Bryson DeChambeau
comme l'était à les mêmes époques le phénomène Tiger Woods, puisqu'il surclassait beaucoup de joueurs au niveau de la distance. Après, le débat est savoir quels sont les moyens de rendre, c'est pas le golf plus difficile, mais plus challenging pour que la distance ne fasse pas tout. Enfin, elle ne fait pas tout. Il y a encore tout ce qui se passe autour d'un green, tout ce qui se passe sur un green. Si Bryson DeChambeau, par exemple, peutait mal ou très moyennement, il ne serait pas à la place qu'il a au niveau mondial. Donc, c'est vrai que les clubs qu'il joue, ou ce type de joueur, parce que Rory McIlroy, pareil, tape très fort, Dustin Johnson, ce type de joueur, les clubs qu'il joue en attaque de green, c'est vrai que peuvent être assez différents suivant qu'on soit d'un professionnel à un autre. Là, je pense que la question qui se pose, qu'un joueur tape très fort, bon, s'il a la capacité à taper très fort, tant mieux pour lui, il l'a travaillé, il n'y a pas de souci. Après, c'est savoir comment il a obtenu cette augmentation de masse musculaire, de volume, de fibres rapides pour arriver à ça. Si c'est quelque chose de naturel, pas de souci, c'est grâce à son effort qu'il l'a fait. Si ça l'est moins, ça c'est aux instances professionnelles de faire en sorte que peut-être des contrôles se fassent pour vérifier que ça soit fait de façon normale. Alors les questions vont être... on va partir un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. C'est aussi le but aujourd'hui, c'est de répondre vraiment aux questions que les gens ont posées. Et c'est parti un peu dans tous les sens. Donc je vous prie de m'excuser s'il n'y a pas une trame progressive. On passe des fois un peu du coq à l'âne, mais c'est pas grave. On a bien compris pour la distance, très bien. Une question qui est plutôt du côté de Denis. Il y a une dame qui m'a envoyé une question en me disant, voilà, est-ce qu'on ne peut pas faire appel à des architectes femmes pour faire des golfs? Pourquoi toujours des hommes? Il n'y a aucune raison pour que on ne fasse pas appel à des architectes femmes. Je ne sais pas s'il y en a, donc que cette dame nous fasse savoir qu'il existe des architectes femmes de golf. Personnellement, je gravite dans ce milieu depuis une trentaine d'années maintenant et je ne connais pas d'architecte femme. Voilà. Mais bien évidemment, il n'y a aucune raison pour que ça ne soit pas le cas. Et au contraire, ça serait sûrement un dessin un peu différent de celui des hommes. Donc une bonne occasion de découvrir un parcours différent. Et pour revenir à la question précédente, pardonnez-moi, je pense qu'il y a un côté aussi sur lequel il faudra être vigilant, c'est l'aspect visuel. Moi, j'ai entendu ici ou là des personnes qui se lassaient un peu de voir ce jeu stéréotypé de Bryson DeChambeau, parce qu'on parlait de lui qui prend son driver et son sandwich sur un par 5. Et donc là aussi, je pense que les instances, que ce soit le Royal Ancien, que ce soit l'USGA, ils auront certainement à réfléchir sur la façon dont ils peuvent faire évoluer le jeu. Yves a raison, on peut travailler sur la fermeté des greens, on peut travailler sur la réduction de la largeur du fairway. Lui, il a l'avantage d'avoir toujours du public, même si en ce moment il n'en a pas pour retrouver ses balles. Voilà, donc il y a certainement des choses à faire. Moi, je n'ai pas d'avis sur la qualité de la balle ou sur la qualité du driver, parce que quelque part, je pense que tout est source de progrès, que les skis progressent, les raquettes de tennis progressent et qu'il n'y a pas de raison que le matériel ne progresse pas, mais en tout cas, c'est un vrai sujet qui animera certainement les instances du monde du golf sur les prochaines années. Moi, j'avais parlé de désaxer les départs pour être obligé de travailler la balle sur les départs, sans forcément donc rallonger le parcours, mais c'est parce que tu sais bien travailler la balle, toi. Voilà, exactement. Il va me manquer juste la longueur, mais c'est pas grave. Alors, il y a quelque chose aussi un sujet qui vous avez dû voir passer des centaines de fois tous les deux, et votre avis m'intéresse. Et je trouve que c'est un beau sujet avec vous deux. C'est la démocratisation du golf. Voilà, on en a parlé, on en a vu pendant des jours et des jours et des mois et des mois. Il faut absolument démocratiser. Bon, alors, je voulais savoir, quand vous entendez ça, qu'est-ce qui résonne en vous? Parce qu'on peut mettre beaucoup de choses derrière ce mot. On est bien d'accord qu'on ne peut pas tout faire
de partout de la même chose parce qu'en France, il y a un contraste des structures golfiques. Il y a des contrastes, des politiques différentes, des philosophies différentes, des statuts différents, ok. Mais chez vous, qu'est-ce que ça évoque, la démocratisation ? Bon, c'est certainement changer l'image, une certaine image que le monde du golf représente encore, mais je trouve que ça a beaucoup progressé. Il y a quand même des joueurs aujourd'hui qui on n'imaginait pas qu'ils deviennent un jour golfeurs. Or, je pense que quand on découvre l'activité golfique, c'est quelque chose sur lequel on adhère assez facilement, et justement, on est heureux d'avoir pu faire le pas vers cette activité pour faire en sorte de se dire c'est pas aussi coincé qu'on pouvait l'imaginer, ou ce n'est pas l'image que l'on pouvait avoir de la pratique. Il y a encore beaucoup de travail dans ce sens. On le voyait la semaine dernière encore avec un ex-président des États-Unis sur un golf. Donc on voit, et j'en parle souvent avec mes collègues, souvent quand on voit un homme assez ridicule dans un film à la télé, il est souvent golfeur. Donc voilà, toute cette image, elle doit changer, et on doit travailler tous ensemble pour faire en sorte de se dire que le golf, c'est celui qu'on connaît, et celui qu'on connaît, c'est un sport magnifique qu'on peut pratiquer très longtemps, un sport de plein air, un sport où on développe à la fois une bonne santé physique, une bonne santé psychique. On crée du réseau social, c'est toujours l'occasion de boire un verre à la fin. Bref, moi j'y retrouve beaucoup de valeurs, et pour autant je ne suis pas né golfeur, et j'ai pratiqué beaucoup d'autres sports avant de devenir golfeur. Donc il n'y a pas de raison que ce qui a marché sur moi ne fonctionne pas sur les autres. Donc moi je crois qu'on a encore beaucoup de travail, mais qu'on a déjà beaucoup avancé sur la notion de démocratisation. Alors avant de donner la parole à Yves sur ce sujet, je voulais te dire, Denis, que je pense en fait exactement comme toi, c'est-à-dire 100% exactement comme toi. Et ce matin, j'ai eu un coup de téléphone de Patrice Amadieu qui m'a beaucoup interpellé et qui m'a dit « Michel, on est encore vraiment très loin du compte, et il y a énormément à faire sur l'image du golf. » Alors évidemment, ça paraît complètement enfoncer une porte ouverte ce que je suis en train de dire, mais je pensais qu'on avait progressé. Et visiblement, je pense qu'il y a encore vraiment de très gros efforts à faire. Concernant Trump, moi personnellement, qu'il aille sur un golf et qu'il joue au golf et qu'il fasse ce qu'il veut sur un golf, il a aussi fait énormément de bien pour les golfs, parce qu'il a récupéré des golfs qu'il a remis en première classe. Moi, ça me gêne absolument pas du tout, mais visiblement, ça choque encore énormément de gens, cette attitude, et visiblement, c'est difficile de faire passer le golf encore dans beaucoup d'esprits. Oui, mais parce que c'était lié à une période où il n'acceptait pas sa défaite, et où son aspect de désinvolture et le fait qu'il ne s'adresse pas à la presse était corrélé, si je puis dire, à la pratique du golf. Voilà, donc c'était un raccourci un peu facile pour la presse, les journalistes et l'opinion publique. D'accord. Yves ? Bon, je rejoins ce que dit Denis. Ce que je vais apporter en plus, c'est de dire que ça passera déjà. Le développement aujourd'hui et l'image qu'on veut en amener passe par deux choses. D'abord, le développement des jeunes, du golf chez les jeunes, parce que quand ils auront plus de jeunes, auront joué plus régulièrement, c'est eux qui se seront fait leur propre image. Ça, c'est le premier point. Et puis, l'image se modifiera grâce aux médias. C'est quelque part les médias. Si on parle de golf, moins on en parlera, plus l'image restera ce qu'elle est. Puisque de toute façon, les gens se sont faits à cette image-là. Tant que, en partie dans les médias, on n'en parlera pas, et donc l'image pourrait évoluer. Ça peut aussi passer, alors on parle souvent, si demain on a un joueur dans le top 50 ou le top 40 mondial, enfin bon, les joueurs évoluent. Là aujourd'hui, on a Victor Pérez qui est dans le top 50 mondial. Je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui, là, à un moment où on parle, ça a fait venir X licenciés. Mais je pense que ça passera surtout par les jeunes. Oui, beaucoup par les jeunes. Au niveau de l'argent proprement dit, on est un des pays en Europe où le golf
est le moins cher. On va en Angleterre, on va aux États-Unis, on va en Angleterre, on va en Suède, on va en Espagne, on va au Portugal, encore plus proche de chez nous. Le coût d'un green fee, etc., pour certains, en tout cas pour certains golfs, est beaucoup plus élevé. Donc au niveau de la moyenne, je parle au niveau du territoire, on est sur quelque chose, je parle golfiquement parlant, qui reste raisonnable, surtout au niveau des cotisations. Une cotisation dans beaucoup de golfs en province reste raisonnable quand on sait qu'on peut y jouer quasiment toute l'année, qu'on peut y aller 2 fois par semaine, et ça remis au coût du parcours, ça reste plutôt bas. Donc une démocratisation, on peut toujours faire fort là-dessus, mais oui. on ne mettra pas. Faut arrêter de s'imaginer qu'on va mettre le golf au niveau du prix d'une année au football. Ça, ce serait un rêve éveillé, et puis de toute façon, ça n'amènerait rien au débat. Donc là, on parle plus d'une accessibilité au niveau des tarifs. Donc est-ce que ce sont les petites structures qui amènent à la grande structure? Première question. Et deuxième question, est-ce que, même si c'est un cliché, mais est-ce que la tenue vestimentaire est inclue dans les paramètres de la démocratisation? Moi, je pense que la tenue vestimentaire, ça ne doit pas être un frein. Franchement, quand je vais faire du vélo, je m'habille en cycliste, et quand je vais courir, je m'habille en jogger. Je vois pas. Il y a aujourd'hui une telle offre dans les pro shops en France que vous avez des pantalons de golf qui ressemblent qui sont aussi agréables à porter qu'un survêtement quand j'étais jeune. Donc je trouve que ça a beaucoup évolué, et en l'occurrence, le fait de s'habiller dans la tenue adaptée à la pratique me semble nécessaire. Je veux dire, quand on pratique un sport, on pratique ce sport dans la tenue adaptée. Par rapport à la question que tu posais sur les petites structures amènent vers les grandes structures, je pense qu'il y a bien évidemment un sujet là-dessus. Je pense qu'il y a une réflexion à mener autour de l'enseignement et de la difficulté peut-être d'apprentissage de notre sport, mais ça on pourra y revenir avec Yves tout à l'heure, bien évidemment, mais il y a quand même des chiffres qui sont intéressants. Quand je vois les statistiques d'initiation dans les golfs en France chaque année, et notamment parmi les chaînes de golf, il y a quand même entre 25 et 28% de personnes qui sont initiées, qui font une première année d'enseignement. Donc ça veut dire qu'on touche quand même, on arrive à garder une personne sur 4 dans le cadre de cette initiation. Moi, je travaillerai plus sur la partie fidélisation, parce que quelque part, l'une de nos difficultés, me semble-t-il, c'est de faire en sorte qu'une fois que ce joueur a été attiré par la pratique du golf, on arrive avec l'enseignement, avec le produit, avec l'animation autour du golf, à faire en sorte qu'on arrive à le fidéliser et qu'il adhère complètement à ce sport. Ça passe par tout ce qui a été un peu mis en place aussi. Je pense aux parties certifiées mises en place par le World Handicap System et la Fédération française de golf. On sait que quand quelqu'un progresse au golf, qu'il améliore son index, on a plus de facilité à le fidéliser. Donc voilà, sans faire n'importe quoi, je pense qu'il y a des aspects sur lesquels on peut travailler, à la fois en découvrant le golf dans des petites structures, à la fois en découvrant le golf dans des structures normales, mais dans le cadre d'une initiation, faire en sorte on est plutôt bien positionné, et tout le monde fait plutôt très bien les choses. Les enseignants font un travail remarquable sur l'enseignement du primo-accédant, si je puis m'exprimer ainsi. En revanche, derrière, il faut arriver à fidéliser et faire en sorte que la pratique du golf, qui est un peu compliquée, on fasse en sorte que personne ne se décourage. Voilà. Yves, on nous pose une question, tu peux rebondir dessus. Le problème, c'est la carte verte. Alors, il y a des pays où on la demande, des pays où on ne la demande pas. Je pense qu'il y a une clarification à faire sur la carte verte. La carte verte est purement française. C'est aujourd'hui, ça a été un niveau à atteindre, et un niveau de... C'est pas trop le niveau de jeu qui était à atteindre, c'était l'autonomie de ces joueurs sur un parcours qui passait par un niveau de jeu, par le fait d'aller, je dirais, que les personnes arrivent à jouer en un minimum de temps sur 18 trous par leur niveau de jeu, mais pas que. Savoir se placer, savoir
amener son chariot le plus proche du départ avant d'aller sur le green. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui ont fait que la carte verte a été créée et qui, normalement, certifie le fait que la personne est autonome sur un parcours de golf. Mais c'est purement français. Moi, je suis beaucoup plus partisan aujourd'hui, et dans la fidélisation, dans ce que disait Denis, c'était aussi que alors quand je parle que les parcours soient adaptés, c'est pas les parcours qui doivent changer, hein. Ça n'a rien à voir. C'est qu'aujourd'hui, quand on joue au golf, on parle de par, hein, par 3, par 4, par 5. Donc peu importe le niveau que j'ai, si je vais sur un parcours, et dans le meilleur des cas, sur un par 3, je vais faire 8, c'est sûr que je n'ai pas à avoir envie de continuer à jouer au golf. Ça, c'est évident. C'est évident. Alors que si, suivant les repères de départ que j'ai, suivant quelque part la distance que je peux imprimer à une balle, j'ai une chance, si je joue normalement, de me rapprocher le plus proche possible du par. Là, je vais jouer au golf, c'est-à-dire que je vais me rapprocher de l'essence même qu'est le golf. Et ça a été, ça commence à arriver en France. On a les Avanti, ce qu'on appelle ça comme ça, ont plutôt pas mal fonctionné aux États-Unis. En France, ça commence à fonctionner. Et je pense que, j'ai pas dit que c'était la solution miracle, hein, loin de moi cette idée, mais c'est avec cet état d'esprit c'est cet état d'esprit-là qu'on va avoir, parce que faut aussi savoir ce que on n'arrive pas à fidéliser, enfin, on a plus de mal aujourd'hui à fidéliser qu'à créer un nouveau golfeur, qu'à accrocher quelqu'un au golf. Faut aussi savoir ce que attendent aujourd'hui les gens qui commencent le golf, en tout cas de tout à chacun, vers quoi ils ont tendance à aller. Est-ce que le golf répond à leurs préoccupations ou à leur envie? Quand on parlait tout à l'heure des petites structures, moi je pense que la petite structure est complémentaire par rapport à une structure plus grande. La petite structure, souvent, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle est une structure de proximité, souvent proche des centres-villes ou des zones d'activité. Donc, on peut y aller entre midi et 2, rapidement, dans un rayon de 10 minutes, un quart d'heure de son lieu d'activité. On peut aller taper des balles, s'entraîner, etc. Ou si la structure a un parcours école, aller faire quelques trous. Ça aussi, en sachant que, parce que le golf étant déjà extrêmement chronophage en temps, hein, une partie c'est 4h30 à 5h30, l'avoir fait des petites structures proches de son lieu d'activité ou son lieu de résidence permet pendant 1 heure ou 2 d'aller taper quelques balles, sans oublier que le week-end on ira jouer sur un parcours. Fin du round, Yves, on n'aura plus de place pour Denis. C'est pire que tout ici. Eh oui, là, le temps de parole, c'est comme les démons, moi je compte. Hein. Alors, je voulais vous dire à tous les deux, j'ai essayé de penser à ça, évidemment, comme tout le monde qui est passionné de golf, on essaie toujours de dire, mais qu'est-ce qui me plaît au golf, qu'est-ce qui me plaît pas au golf. Quand je suis aux États-Unis, eh bien, je fais ma partie de golf, on boit un pot, on rentre, on part faire autre chose. Et le soir, on peut revenir au golf, on peut aller dîner au club. Et ça, c'est vachement, vachement sympa. Et en France, ça ne nous vient même pas à l'esprit. Ça paraît rien, mais un complexe où on a tout, un complexe où on sait qu'on a un lieu de vie et que le soir, on peut encore y aller. On peut encore voir des gens après le travail et se dire, allez, on se tape quelques balles et on dîne. Moi, je le vois nulle part et je pense que ça manque vraiment et ça contribue aussi à fidéliser. Oui, c'est certain, c'est sûrement à moi de répondre puisqu'il va beaucoup trop parler. Oui, c'est certain, Michel. Simplement, le fait de développer le service d'une manière générale, le fait d'agrémenter la partie de golf avec des moments conviviaux, c'est évidemment ce vers quoi on veut tendre et ce sur quoi on travaille. La difficulté aujourd'hui, me semble-t-il, pour l'expérimenter aussi au travers le golf de Saint-Cloud, c'est faire en sorte que les équilibres économiques soient possibles et donc faire en sorte aussi
que ce que tu vis toi aux États-Unis, parce que ce club et ce restaurant est plutôt inclus dans la cotisation des membres. Nous, on a plutôt des habitudes d'externalisation de la restauration et donc des équilibres économiques à trouver avec le restaurateur pour qu'il fasse en sorte d'être certain que quand il ouvre le soir, il puisse compter sur un minimum de 40 ou 50 couverts pour équilibrer son compte d'exploitation. Donc, je pense que c'est vraiment à la fois un peu plus compliqué d'un point de vue économique et à la fois aussi moins culturellement inscrit. Ça marche très bien quand l'autre jour j'étais au PGA Catalunya et il y avait un groupe d'Irlandais et c'est vrai que ils sont là pendant 3 jours et on sent bien qu'ils passent le matin, l'après-midi et le soir sur le golf. Pour nous aujourd'hui, c'est pas totalement encore ancré dans nos habitudes de consommation. Et c'est pourtant tellement sympa le soir d'aller dans une salle où il y a des écrans géants, on peut manger un hamburger, on peut boire un pot avec des amis, on peut regarder le golf à la télé, on peut regarder même d'autres sports à la télé. C'est un lieu de vie et c'est sympa, c'est un club et tout ça, je pense que ce sont des éléments. Bon, j'ai cité un exemple pour imager, mais je pense que ça... Non, mais si je peux rebondir sur ce que tu dis, Michel, pardonne-moi de te couper la parole. Je dirais que c'est un des attraits aussi et des atouts de cette période qu'on vient de passer. On s'est rendu compte lors du premier confinement à quel point le digital avait pris place dans nos foyers. Donc quelque part, ce que tu évoques là, moi je suis pas gêné si au 15 ou au 16 du parcours, par l'intermédiaire de son application, le membre, le joueur puisse dire ben voilà, je vais passer d'ici, est-ce que vous pouvez me réserver une table, est-ce que vous pouvez me sortir une bouteille de rosé, enfin je ne sais pas encore, mais en tout état de cause, ce qui est important me semble-t-il, c'est de faire en sorte de rassurer le restaurateur sur le fait qu'il va remplir son restaurant le soir, et je crois que le digital peut forcément nous aider nous aider dans ce cadre-là, dans ce cadre de faciliter le système de réservation, faire en sorte qu'on va aller chercher un service, un autre service. Nous, on a mis en place un système de babysitting, par exemple, pour les enfants de moins de 3 ans, qui marche très bien par ce biais-là. Et donc, finalement, offrir plus de services aux joueurs, c'est aussi un atout et un attrait de la pratique de notre sport. C'est parfait, superbe réponse, très encourageante pour l'avenir. En tout cas, il y a encore des choses à développer. Il y a une question dans le sas depuis un petit bout de temps de Philippe qui dit « Le marché du golf aurait fait un bond de 10% en France après la fin du premier confinement. » Oui, mais certes, dans le confinement, il a fait sûrement moins. Comment l'analysez-vous ? Très honnêtement, comme je le disais tout à l'heure, on a eu des très très bonnes surprises après confinement. On était ouvert le 11 mai, tout le monde s'est donné beaucoup de mal. Il s'avère que ça a libéré les joueurs qui ont repris, qui ont à la fois reconsommé du golf, à la fois voyagé en juillet-août sur la côte basque ou même en PACA ou même j'ai des collègues en Dordogne. Tout le monde a plutôt extrêmement bien marché jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc, je dirais qu'on n'a pas rattrapé le retard engendré entre le 15 mars et le 11 mai, mais très honnêtement, on a amélioré de façon significative la situation. Et j'en veux pour preuve que je lisais dans Sport Eco il y a encore peu de jours, le fait que les Pro Shops aussi avaient profité de cette envie de consommer des joueurs. Le seul bémol pour moi, il est pas négligeable, il est sur le plan touristique, c'est-à-dire que nos collègues qui accueillent des golfeurs étrangers ont plus souffert que d'autres, et l'aspect hôtellerie pour les golfs qui ont une structure hôtelière sur leur structure. Parfait. Eh bien, messieurs, vous avez parfaitement, une fois encore, répondu à toutes ces questions qui arrivent en direct. Alors, j'en ai encore pas mal. Oui, alors, comment elle est posée, donc elle est posée par Jean-Georges Charouin. Comment éviter la perte des licences chez les jeunes, enfin en tout cas la perte d'implication des jeunes
dans nos écoles de golf. Voilà. Est-ce que alors Pascal Grisot a proposé des solutions avec des partenariats pour les parcours, quoi qu'il en soit, un accès à des parcours, un accès à des compétitions, des petites compétitions, pour que les jeunes aillent jouer comme on irait faire un foot le week-end, hein, on irait jouer le match le week-end. Et bien dans le golf, il y a sûrement des initiatives dans ce sens, bien sûr, on ne dit pas que c'est pas fait, mais visiblement il y a encore énormément d'abandon du golf dans les écoles de golf quand les jeunes grandissent. Souvent aussi, dans le premier confinement, on avait vu le problème pour les jeunes filles aussi qui perdent plus facilement encore la copine qui était avec elles au golf. Donc là, c'est l'abandon quasi instantané. Donc, est-ce que c'est bien sûr un point qui compte? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez déjà réfléchi? Oui, on a réfléchi. On est en ce moment en rapport avec la fédération et en particulier Pascal Grisot et la DTN. Et c'est vrai qu'on rejoint l'analyse de Pascal qui est de se dire qu'il va falloir qu'on... Par contre, ce qui intéresse beaucoup les jeunes, ça reste quand même aussi un peu la compétition, hein, c'est pas juste prendre l'air. Hein. Donc le golf, c'est encore plus pour les jeunes, c'est aller sur le parcours et jouer déjà et deux, avec des parties un peu challenging, donc en compétition, avec des départs adaptés, des compétitions pour eux, mais pas que. Faut pas avoir peur aussi de les mélanger avec des adultes. Mais en tout cas, de toute façon, c'est développer le jeu sur le parcours, un accès beaucoup plus simple au parcours, et puis leur donner plus de compétition, les mettre très rapidement dans quelque chose de plus challenging où ils vont se motiver et se motiver entre eux et se tirer la bourre entre eux. Et ça, c'est propre encore plus chez les jeunes. Ça l'est chez les adultes, mais encore plus chez les jeunes. Et si on arrive après à passer un certain cap, ils auront accroché, ils continueront. Et même si à un moment, parce qu'il y a toujours des programmes d'études ou études supérieures, ils s'arrêtent, ils reprendront. Mais il faut qu'ils aillent jusqu'à un certain niveau, j'en sais rien, mais en tout cas jusqu'à un certain âge, pour que ça ait bien pris, quoi. Dans cette période, oui. Pardon Michel, je partage ce point de vue de Yves. Je rajouterais que je pense qu'il faut que les enfants puissent jouer plus jeunes, s'amusent plus rapidement. Et je crois que je me rappelle d'une statistique qui démontrait qu'un enfant qui a 12 ans et qui n'a pas d'index abandonne le golf. Donc je pense qu'il faut, comme le disait Yves, que cette initiation, cet enseignement, cet apprentissage s'accompagne d'un progrès, parce que l'enfant il a besoin de progresser, et il a besoin de comprendre que ce qu'il fait l'amène vers ce progrès. Et je crois qu'avec la PGA France et la direction technique nationale, tout le monde est bien conscient de cette particularité et y travaille. Dans cette période un peu compliquée, revenons au problème du confinement et de l'absence du golf. Ces golfs qui nous sont si chers et qui sont fermés, souvent une incompréhension, mais on respectera évidemment les directives, évidemment. Qu'en est-il? Quelle est la différence, même si pour les deux cas c'est compliqué? La question elle est surtout évidemment pour Denis. Comment le vit un propriétaire de golf qui a son golf en solo, et comment le vit un groupe? De façon extrêmement différente. J'étais en ligne tout à l'heure avec un propriétaire de golf du côté de Pau, voilà. Donc ce que je vous ai évoqué était exactement ce dont on a parlé lui et moi, c'est-à-dire à la fois le fait qu'il avait amélioré la situation qui était celle qu'il imaginait entre le mois de mai et le mois de octobre, ce qui lui a permis de générer un peu plus de trésorerie que ce qu'il avait prévu, et qui doit lui permettre de tenir cette période un peu d'hiver entre novembre et décembre. C'est vrai qu'on l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est quand même moins impactant de fermer, d'être confiné, en tout cas de fermer les clubs en novembre qu'au mois d'avril, même si souvent, et on le voit parce qu'il fait encore beau dans la région parisienne, les mois de novembre et décembre peuvent être des mois où on peut avoir de belles surprises, notamment en termes de trésorerie. Ça doit pouvoir nous aider, nos structures. Sur les chaînes, bien évidemment, il profite de cet effet de chaîne, si je puis dire, mais d'une manière générale,
Il y a plus de demandes du prêt garanti par l'État pour des structures individuelles que par rapport aux structures de chaînes. Et bien évidemment, ce qui attire notre attention, nous, au niveau de l'association des directeurs de golf aujourd'hui, c'est bien particulièrement les golfs indépendants qui sont non pas les plus fragiles, mais qui méritent le plus d'attention. C'est parfaitement clair. Est-ce que malheureusement ce confinement et cet arrêt économique, parce que c'est quand même un arrêt économique, a entraîné, même avec les aides, même malgré les aides, a entraîné des licenciements économiques? On peut dire que ça a été le cas, oui. En tout cas, nous l'avons observé dans notre milieu professionnel de directrices et de directeurs de golf. Sans qu'on sache vraiment si c'était l'occasion pour les dirigeants d'utiliser l'aspect économique pour se séparer de leurs collaborateurs parce qu'ils avaient sûrement peut-être fait le tour. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, la notion de licenciement économique est une notion qui ne nous est pas totalement étrangère, puisque j'ai quelques exemples de collègues qui ont subi ce type de licenciement entre le mois de septembre dernier et aujourd'hui. Yves, est-ce que les aides pour les professionnels, parce qu'il y a deux statuts, donc libéral, évidemment libéral, mixte et salarié, on va faire simple, on va faire libéral et salarié. Est-ce que quelqu'un qui est salarié et qui est mis donc off arrive avec les aides de l'État, donc le chômage partiel, à toucher le même salaire que d'habitude? Alors ça dépend de la discrétion de la société qui l'emploie. Aujourd'hui, on lui garantit 83% de son salaire net. Après, et c'est arrivé pour certaines structures, les exploitants souhaitent compléter cette somme pour qu'il ait 100% de son salaire net, ça reste totalement discrétionnaire vis-à-vis des exploitants des structures. Mais naturellement, la majorité des pro-salariés ont touché le chômage partiel garanti par le droit du travail. Alors Yves, puisque je te tiens et que tu as du temps de parole à rattraper sur Denis. Oui, c'est pas grave. La classification, une question qui était posée sur la classification des pros de golf. Donc évidemment, cette personne visiblement ne savait pas qu'il y avait des classifications. Donc est-ce qu'il y en a? Donc la réponse c'est oui, ça c'était pas compliqué. Mais en tout cas, ce n'est pas suffisamment affiché dans les clubs de golf. Alors aujourd'hui, ça a été un travail, la classification des membres de la PGA, ce n'est pas des pros de golf, ni des enseignants ou des joueurs. C'est les membres de la PGA, comme dans énormément de PGA au monde, on a un système de classification qui sont définis par des lettres B, A, AA, puis après des titres, Aide Pro, Master Pro. Pour la PGA France, cette classification répond à 4 critères. Le premier, c'est participation à la vie de l'association. Je joue régulièrement les tournois dans les ligues au niveau national, je participe aux assemblées générales, enfin bref, je participe à la vie de notre association. La deuxième partie, c'est est-ce que je me forme, en sachant qu'en PGA France, c'est un peu spécial parce que pour maintenir sa condition de membre, chaque membre, on lui impose de se former à minima une fois tous les 3 ans, ce qui n'est pas non plus excessif, et ce qui permet de rester, je dirais, toujours attentif et toujours avec l'envie d'aller chercher de nouvelles connaissances qui se transformeront en compétences. Et ensuite, on a tout ce qui est diplôme BP, diplôme d'entraîneur, diplôme d'État supérieur, brevet d'État, etc. Avec l'ancienne et tout ce qui était au niveau associatif, il y a aussi la part ancienneté dans l'association qui rentre en ligne de compte. Et puis après l'expérience, que ça soit d'entraîneur ou de coach, j'entraîne des joueurs au top 100 français ou qui jouent l'European Tour ou des équipes de deuxième division. Ou alors j'ai une expérience aussi de jeu avec un minima d'une saison sur tel ou tel circuit. Donc toutes ces choses-là font que
Il y a des points qui sont acquis à vie. Hein. Quand j'ai un diplôme, c'est des points acquis à vie. Quand je me forme, c'est remis à plat tous les 3 ans en année glissante. Hein. Et donc, ça amène un certain nombre de points. Et ces points amènent les gens à ce qu'ils c'est une photographie de leur implication, de leur envie de se former, de leur expérience, une photographie à un moment T, qui leur donne une certaine classification. Pour ces classifications, ils ont des diplômes qui peuvent afficher dans les clubs, amenant les gens à savoir quelle est la classification du poids. Alors aujourd'hui, on s'était concentré sur la mise en place au sein de notre association, parce que ça fait maintenant 4 ans que c'est mis en place. Et bien entendu, là, la deuxième étape, ça va être d'informer les joueurs français, enfin en tout cas le monde du golf, de ce que veulent dire ces classifications. Denis, est-ce que tu es régulièrement en contact avec les pros de ta structure? Est-ce que finalement c'est quelque chose qui tourne, tu fais un point une fois par an et après ça déroule sans problème, ou est-ce que toutes les semaines tu vas aller voir aux practices, tu vas voir comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs aspects. D'abord, le contact avec l'ensemble de nos collaborateurs, c'est forcément indispensable pour un directeur de golf, mais ça touche l'ensemble des collaborateurs, bien évidemment. Cela se traduit par à la fois des rencontres dans leur domaine, en tout cas aux practices, quand on passe les saluer, ou en tout cas quand on va dans le lieu là-bas. Ensuite, ils sont susceptibles de pouvoir venir me voir n'importe quel moment. On a des réunions régulières puisque nous on a une organisation avec trois pros qui ont chacun un domaine de compétences, à la fois l'enseignement pour l'un, le haut niveau pour l'autre, l'école de golf pour le troisième, et donc on a des réunions régulières avec la commission sportive à laquelle ils participent tous les 3, et on a des points réguliers, en principe une fois tous les 15 jours, une réunion de chef de service où on peut être amené à faire le point pour que les services entre eux puissent communiquer sur leurs propres difficultés ou leurs propres besoins en ce qui concerne l'école de golf, par exemple la disponibilité d'un des 2 parcours à un moment donné. Mais bien évidemment, la relation elle est étroite, et je dirais elle est encore plus étroite quand on est éloigné. Donc en ce moment, pour la période de confinement, moi j'ai l'habitude d'écrire tous les 3-4 jours à l'ensemble du personnel du golf qui est malheureusement en chômage partiel, pour les tenir informés de la situation, pour leur donner des informations et pour faire en sorte de m'inquiéter, de savoir comment ça se passe pour eux. Dans le cadre des entraînements des joueurs de haut niveau, on a la possibilité d'accueillir un de nos pros qui est entraîneur de ces joueurs de haut niveau, et sinon avec les autres j'entretiens des relations régulières, souvent par mail en cette période. Alors, on a un pro qui a détecté une petite faille à notre système. C'est une question qui pourra vous intéresser tous les deux. Yves, je pense que ça a dû déjà te venir aux oreilles. Il s'appelle Jimmy. Et Jimmy, il s'est posé la question, en tout cas il a approfondi, il s'est dit, voilà, il y a beaucoup de fois où on perd des licenciés, on perd des golfeurs, puisque le prof n'est pas là, parce qu'il soit il part en pro-am, soit il est jour de repos, soit X raison. Il y a des gens qui arrivent au golf, ils ne peuvent pas avoir de cours. Donc là, on perd des heures et on perd des licenciés possibles, des adhérences possibles. Donc il a créé un site internet, et bien sûr des fois il est en vacances de manière officielle. Donc à ce moment-là, le golf est informé. Il a créé un site internet qui s'appelle Interigolf. Interigolf permet justement à la fois aux directeurs des golfs et aux pros de golf de s'inscrire, ce qui permet, lorsqu'il n'y a pas de service assuré au niveau de l'enseignement, eh bien d'avoir quelqu'un qui vient d'un autre golf, sous conditions, cadré, bordé bien sûr, pour pouvoir délivrer la prestation, se faire une rémunération de son côté, arrondir ses fins de mois souvent sur des pros qui n'ont pas trop de travail, et également permettre au golf d'avoir le service assuré de manière qualitative avec un pro PGA. Qu'en pensez-vous ? Je trouve ça très bien. Tant que ça peut permettre d'avoir le fil conducteur reste maintenu sur le golf, si le pro a besoin de s'absenter pour faire aussi une autre facette de son métier qui est un tournoi par exemple ou une épreuve,
ou pour partir en vacances, qui est tout un chacun a le droit de partir en vacances. Je trouve ça, si c'est faisable, je trouve ça bien. Maintenant, je pense que ça demande on a moins de volume quand même de personnes dans l'enseignement qui a du temps. Parce que si la personne, on dit il va améliorer ses fins de mois, par exemple, si on a besoin de lui toute une semaine, s'il est salarié, c'est juste pas possible déjà. S'il est libéral, oui, pourquoi pas. Alors en fait, c'est les gens qui s'inscrivent et une fois qu'ils sont inscrits, ils se rendent disponibles. Le golf voit qu'il y a une disponibilité. Alors, je suis allé, il a estimé à 830 000 heures de perdues dans l'enseignement du golf en France chaque année. Bon, alors je lui ai posé la question, je dis comment c'est calculé. Bon, c'était quand même un peu théorique, mais même s'il n'y a pas toutes ces heures, je pense qu'il y avait quand même pas mal d'heures de créneaux qui sont disponibles. Donc il s'agit de s'inscrire que le golf. Je suis allé sur son site tout à l'heure. Personne n'est inscrit. Il y a 0 personne. Il y a un site flambant neuf. Aucun golf n'est inscrit. Aucun pro n'est inscrit. Ou peut-être un copain qui a dû passer pour s'inscrire. Donc, des initiatives comme celle-ci, je ne comprends pas. Alors, soit c'est une mauvaise idée, on dit non, c'est pas bien, ça marche pas. Mais on lui dit, arrête, te perds pas ton temps. Donc, il n'y a pas de problème. Hein, c'est pas forcément, tout n'est pas forcément applicable. Soit on lui dit, écoute, allez, c'est bon, banco. Et à ce moment-là, on met ce système en place pour contribuer à développer le golf en France. Oui, mais je pense que en fait, c'est aussi... Enfin, moi, en tant que directeur de golf, si à un moment j'ai un de mes membres ou un de mes clients qui ne trouve pas une offre d'enseignement, bien évidemment, mon premier réflexe, ça va être de voir les pros de mon club pour leur dire il faut quand même qu'on trouve des solutions de façon à ce que vous soyez ou plus présent ou que vous vous organisiez. Je pense qu'il y a un aspect aussi de déontologie que je connais pas très bien, mais qui est souvent un aspect un peu de protecteur des pros des clubs qui n'ont pas forcément volonté de voir arriver d'autres pros dans le club. Mais en tout état de cause, ce type d'initiative, et si le chiffre annoncé par ce monsieur est celui-là, alors là, nous, Yves et moi, on va se mettre au boulot dès demain matin pour essayer de trouver des solutions parce que, bien évidemment, on ne peut pas laisser toutes ces heures perdues et tous ces joueurs de golf, sachant que je pense que, et je trouve que les joueurs de golf ont tendance à ne pas prendre assez de leçons ou assez de cours, et donc il faut essayer de faire en sorte de faciliter la mise en relation entre un joueur décidé à progresser et un enseignant. Entièrement d'accord avec toi. Maintenant, mais tu me reprendras sûrement, tu pourras répondre mieux à cette question-là. J'ai pas eu la sensation qu'il y en a eu une énorme demande de la part soit des directeurs, soit des chaînes pour des demandes de remplacement. Je parle officiellement ou par le réseau. Non, moi je corrobore ce que tu dis. J'ai jamais entendu parler de cet aspect-là. Ce monsieur nous interpelle. Il est important d'aller au bout de la démarche et on l'engage à nous envoyer un petit mot très prochainement. Alors, il sera content. En tout cas, j'ai fait passer le message parce qu'il a beaucoup insisté. Ça s'appelle Interigolf. Et ben voilà, au moins qu'on lui dise ton truc, pas la peine. Ou alors, on y va, on le met en avant. Alors, une question de Olivier qui a heureusement raccourci sa question. Pourrait-on envisager de compenser les mois non joués des adhérents, non pas par des remises ou des reports, mais de compenser par des carnets de voiturettes, des jetons ou de la restauration, bien sûr, quand c'est le golf qui la gère, on est bien d'accord, quand il n'y a pas de gérance. Ça calmera peut-être les râleurs. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est... alors d'abord, on ne va pas s'immiscer dans la gestion des golfs et chacun fait ce qu'il peut et ce qu'il veut et ce qu'il estime être le mieux dans la structure qu'il dirige, et ce n'est pas chose facile. Ce qu'on peut dire, c'est que autant dans l'aspect premier confinement, je pense que on avait juste une perte de 12% du nombre d'abonnés, donc c'était
tout le monde avait vraiment joué le jeu et tout le monde avait été, et on veut vraiment remercier l'ensemble des golfeurs, très solidaires de la situation dans laquelle nous nous trouvions. Autant ce deuxième confinement, il rend un peu plus nerveux, si je puis dire. Et les discussions que j'ai avec mes collègues ont tendance à évoquer ce type de solution. Alors chacun y va de sa solution justement, mais celles qui sont évoquées par ce monsieur sont tout à fait réelles. D'une manière générale, moi, ce que je préconise et ce que je constate, c'est que si on offre ou si on compense ou si on fait un geste, que ce geste soit le plus comment dirais-je, avec le moins d'impact financier pour la structure. Donc que ça passe par une location de voiturette, que ça passe par quelques balles de practice supplémentaires, que ça passe par un green fee offert pour un invité, je ne sais pas encore, mais en tout état de cause, je sais que l'ensemble de mes collègues sont soumis à cette pression et cette demande, et je sais à quel point ils réfléchissent à des solutions. Alors, je sais qu'on m'avait parlé au confinement 1, parce que j'avais fait venir dans mon émission énormément de directeurs de golf, et certains avaient trouvé en fait un mois, par exemple s'il y avait eu 2 mois d'absence de golf, en fait ils faisaient 50% en temps, c'est-à-dire qu'ils réoffraient derrière un mois de golf. Donc c'était pas mal, c'était un geste qui était sympa, c'était bien. Ce sont des structures à vocation commerciale d'abord qui ont proposé ce type de choses. C'est beaucoup plus difficile dans des structures associatives. Donc chacun, de par sa structure, de par son montage juridique, fait en fonction de ses possibilités. Je pense, et je le dis et le redis, que la situation d'aujourd'hui est plus difficile que celle que nous avons connue la dernière fois, et que certainement il faut réfléchir à des moyens, non pas de compensation, mais à des moyens d'accompagnement pour faire en sorte que les joueurs, quand ils vont revenir dans leur club, ils soient heureux d'y revenir et qu'ils aient le sentiment qu'ils aient un petit plus. Mais encore une fois, c'est vraiment à chacun dans sa structure de réfléchir en fonction de ses possibilités, de ses capacités. Yves, j'ai l'impression que tu t'ennuyais. Pas du tout, j'écoute avec grande attention ce que dit. Parce que je vais te donner une question qui va bien te réveiller. C'est que je suis entièrement d'accord avec lui. De toute manière, c'est difficile de ne pas être d'accord avec Denis Fabre. Hein. Excusez-moi, mais généralement, tout est... un grand nombre d'années et tu as tout à fait raison. Tout est bien mûri. Vous allez me demander, non ? Oui. Yves, j'ai quelque chose qui va te réveiller. Voilà, j'ai Eric Mériot qui dit « Bon voilà, il y a une grande confusion parce qu'il n'y a que des pros de partout. Le pro qui est sur le tour, c'est un pro. Le pro qui enseigne, c'est un pro. Il y a des pros de partout. Les titres, on y va. Je suis coach, je suis star, je suis ci. Je suis professeur alors que je ne le suis pas. Je suis... » On a de tout, hein. Bon, il y a des titres protégés, il y a des appellations, il y a des incantations, il y a de tout. Est-ce que tu peux clarifier les choses? Parce que pour les gens, visiblement, il y a une grande confusion. Visiblement, ça gêne puisqu'on m'a demandé de te poser la question aujourd'hui en direct. Donc, bon, moi, je connais un peu le sujet parce que je suis président d'une ligue, mais c'est toi le directeur, donc à toi l'honneur. Alors, pro est un nom commun, on peut être pro de tout, coach est un nom commun. Ce ne sont pas des titres comme on peut l'appeler communément dans le code du sport, des titres protégés. Donc les titres protégés sont les suivants et sont tous liés à l'obtention d'un diplôme d'État. Donc vous avez les moniteurs dans une spécialité, donc là pour le coup c'est moniteur de golf. Ce sont des personnes qui détiennent soit le brevet d'état d'éducateur sportif premier degré qui s'est arrêté dans les années 2002, soit le BP JEPEPS option golf qui a repris le relais à partir de cette année-là. Après, vous avez un titre d'entraîneur de club qui est un titre protégé si la personne a l'obtention d'un diplôme d'état, un DE JEPS option golf. Et puis après, vous avez les titres de professeur pour ceux ou d'entraîneur supérieur, pour ceux qui ont soit un brevet d'état d'éducateur sportif second degré, pareil, qui s'est arrêté en même temps que le premier degré, et qui a été remplacé par le diplôme d'état supérieur DES JEPS option golf. Donc ce sont les seuls titres réellement protégés qui permettent aussi aux pratiquants de savoir quel est le niveau de diplôme de la personne qu'il a en face de lui.
Mais après, tout ce qui est pro et coach, on en a discuté ensemble, ça ne veut, mais alors, strictement rien dire. Demain, on va avoir un coach pour se peigner, un coach pour enlever ses lunettes, et c'est pas pour ça que la personne sera compétente pour me peigner le matin. Donc, ça veut rien dire. C'est dans notre langage commun, et ça n'a aucune valeur de compétence. Tout le monde peut être pro, tout le monde peut être coach. Ce qui n'est pas le cas, puisque les titres, comme on dit, sont protégés. Quelqu'un qui utiliserait de façon abusive un titre de moniteur ou de professeur peut se retrouver devant les tribunaux pour rendre des comptes. Très bien. On a entendu d'ailleurs un coup de fusil, hein, donc c'est pas moi qui l'ai lancé. Hein. Bon, messieurs, on commence à arriver vers la fin. Donc, si vous avez encore des questions à poser, les chers internautes, golfeurs passionnés, aujourd'hui, on a eu un super échange, voilà, avec Denis Fabre et Yves Béchu ici sur le plateau Lumix. La transition écologique, messieurs, la transition écologique, comment est-ce que vous la gérez? C'est quelque chose donc de progressif, d'où le mot transition. Mais dites-moi, c'est pas suffisamment écologique déjà un golf? Je pense qu'il faut s'améliorer. S'améliorer, voilà. Yves a tout à fait raison. Dans le programme de Pascal Grisot à la présidence de la fédération, je crois qu'il y a 3 axes: l'axe sportif, l'axe du développement et l'axe environnemental. Je crois qu'on peut dire que les 10 prochaines années, l'environnement et la notion d'écologie, de biodiversité dans les golfs, je pense qu'on peut d'ores et déjà, mais tous ceux qui nous écoutent le savent déjà, mais très honnêtement, ça va faire partie des guidelines de tous nos collègues qui sont préparés à faire en sorte que demain, ils entretiennent leur parcours de golf de la façon la plus verte possible. Et donc, je crois que toute la filière, et on peut le dire, que ce soit les pros, que ce soit les greenkeepers, que ce soit les groupements des entrepreneurs de golf français, que ce soit les groupements des golfs associatifs, que ce soit la Fédération française de golf. On avait encore une réunion hier sur la mise en place de quelques projets autour de ça. Très honnêtement, on travaille ardemment sur la nécessité de préparer nos espaces de jeu, préparer nos parcours en étant un peu plus vertueux, mais ça demande beaucoup de temps parce que ça nécessite des développements. On le voit, ça n'intéresse pas non plus beaucoup les laboratoires parce que finalement c'est un petit marché malgré tout le golf, et donc il faut mettre quelques moyens. En tout cas, il faut s'inscrire, mais je crois que la fédération l'avait faite dès 2003 en mettant en place la charte environnementale sur la diminution à la fois des intrants et à la fois la diminution en termes d'eau, d'arrosage. Je crois qu'il faut continuer, poursuivre ce chemin, l'accentuer certainement. On sait aujourd'hui, par les expériences qui ont été menées, que le zéro phyto ne peut pas donner une totale satisfaction sur la qualité des parcours. On sait pour autant que les greens, c'est 2% de la surface des golfs, et qu'on est amené à traiter à 80% sur 2% de la surface. Donc il faut remettre les choses un peu dans leur contexte, il faut aussi communiquer différemment. Mais bien évidemment, et pour répondre à ta question, l'environnement, l'écologie, la biodiversité, ce sont les enjeux des 10 prochaines années en termes de gestion des parcours. Je pense là, pour continuer sur ce que dit Denis, je pense que un des enjeux principaux, ça va nous rattraper très vite, ça va être l'utilisation de l'eau à bon escient, et donc toutes les techniques de récupération de l'eau pour pouvoir arroser sans aller puiser dans la nappe, en tout cas le moins possible. On prend l'exemple, puisqu'on vient d'ouvrir le golf international de Roissy, que dans la conception du golf de Roissy, tout a été fait pour utiliser au maximum, par des techniques de ruissellement, de récupération de l'eau, etc., un maximum, quasiment 100% de l'eau de pluie, pour l'utiliser, pour le réinjecter dans
dans le système d'arrosage, puisque de toute façon, sans eau, il n'y a pas de golf. Et ça va être, je dirais, le grand challenge des années à venir, c'est d'être le plus économe en eau possible. Et peut-être aussi pour certains, via des stations de retraitement des eaux, utilisation aussi des eaux usées, retraitées bien entendu. Mais la filière, pardonne-moi Yves, la filière travaille, mais ça passe par de l'inversion de flore sur des graminées qui sont moins demandeurs d'œufs en tant que... Oui, bien sûr. Ça passe par des opérations mécaniques plus importantes de façon à faire en sorte que le sol soit moins sujet à maladie. Bref, ça travaille beaucoup aujourd'hui et on va continuer à le faire. Et moi, je crois beaucoup au travail mécanique sur les surfaces de jeu qui doivent nous permettre de réduire ce nombre d'intrants et participer à ce golf que nous souhaitons le plus vertueux possible. Voilà. Alors, dernière question. A-t-on référencé tous les pros, tous les enseignants français, membres de la PGA France, pouvant exercer dans l'Hexagone? Bien sûr. Donc, c'est oui. Oui, c'est sur le site de la PGA France. On a l'ensemble des membres PGA, la liste de tous les membres PGA, et on a même une cartographie de tous les pros qui ont bien voulu mettre tous leurs produits d'enseignement, où on peut rechercher des stages, un pro, par date, par lieu, un peu comme on pourrait aller chercher un appartement sur Airbnb dans le même état d'esprit. Donc là, les pros sont recensés, les produits qu'ils font, la date à laquelle ils peuvent faire des stages, si c'est des stages ponctuels. Donc oui, tout est référencé sur le site de la PGA. Accessible. Alors, messieurs, est-ce qu'on arrive bientôt à la fin? À chaque fois, je dis ça, mais la passion nous emporte. Est-ce qu'il y a un sujet, Denis, qui n'a pas été abordé aujourd'hui et que tu souhaiterais exposer? J'ai pas pensé à cette question. On a traité la situation dans laquelle nous nous trouvons. On a parlé d'environnement, on a parlé de développement, on a parlé un peu de sport également. Ce qu'il faut simplement dire, c'est que nous sommes extrêmement au travail, passionnés par ce que nous faisons, en capacité et avec la nécessité d'apporter un service complémentaire et des services complémentaires auprès des golfeurs. Et je dirais que peut-être sur quoi on a besoin de réfléchir tous ensemble, c'est cette notion de pratique du golf un peu différente, ou en tout cas de faire en sorte que les gens s'amusent encore plus qu'ils ne le font. Mais honnêtement, c'est un sport qui est tellement attrayant qu'il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas plus nombreux à venir et à vouloir le pratiquer demain. Donc c'est un message d'espoir et faire en sorte qu'une fois que tout ça sera terminé, on puisse vraiment surfer sur les aspects qui sont ressortis de ce confinement, le plein air, la pratique sportive, la pratique, le bien-être psychique, le bien-être physique, le lien social entre les pratiquants, le fait de se retrouver dans ce lieu de sport, le sport qui est pour toute la vie finalement, c'est une campagne qui a été menée par la Fédération française de golf au mois de septembre et qui est tout à fait adaptée pour ceux qui, comme moi, ont pratiqué plusieurs sports dans leur vie. Mais en tout cas, le golf, il procure cette capacité à pouvoir progresser, à pouvoir continuer à performer malgré le temps qui court pour nous tous. Yves, même question. Est-ce qu'il y a un sujet qui te tient à cœur et dont on ne parle pas assez? Est-ce que tu veux nous l'indiquer? Non, pour l'instant, je crois qu'on a balayé la plupart des sujets importants, je dirais, aujourd'hui. Je continuerai à rejoindre Denis dans le sens où le golf est un sport qui continue à être en devenir et qui apporte plein de choses aux pratiquants, que tout le monde peut y trouver son compte, que ça soit dans l'entretien physique, au niveau de la santé, enfin au niveau du lien social, vraiment plein de choses. À n'importe quel âge, et tout le monde peut y trouver à un moment ou à un autre son compte.
et qu'on va continuer à d'abord écouter ce qu'on nous dit, les remontées du terrain des pratiquants pour continuer bien entendu à s'améliorer et donc à répondre à leurs besoins et à leur envie. Et nous, de notre côté, notre rôle est de continuer à proposer à nos membres, donc aux enseignants, au maximum de nos possibilités, à continuer déjà à pratiquer pour qu'il soit la meilleure image possible qu'on peut l'avoir, mais aussi à se former et pour ceux qui en ont réellement l'envie, et donc à proposer je dirais un enseignement qui est déjà de très grande qualité, et ça c'est reconnu au niveau européen, mais qu'il sera encore plus dans les années à venir et pour répondre à l'attente des pratiquants. Si vous aviez maintenant la possibilité de rentrer dans une machine à voyager dans le temps, et qu'on vous proposait de partir soit à 50 ans en arrière pour aller faire une partie de golf et voir un peu l'état du golf, en France ou où vous voulez, ou on vous propose de partir 50 ans dans le futur pour voir justement si la transition écologique a été bien faite. Qu'est-ce que vous choisissez? Quelle période vous choisissez? Je te laisse répondre, et vas-y. C'est toujours difficile parce qu'il y a un côté nostalgique pour aller revoir des grandes gloires ou des amis qui nous ont quittés, pour lesquels on aurait envie de refaire une petite partie de golf ensemble. Puis de l'autre côté, le côté curiosité de savoir comment on a su évoluer avec le temps et comment notre sport et nos différents métiers et la pratique du golf a pu évoluer dans l'Hexagone. Donc je choisirais la deuxième solution, c'est-à-dire voyager dans le futur. Et pour ma part, je pense que c'est vrai qu'on est de la même génération avec Yves, donc on a connu cette période des années glorieuses du développement du golf dans les années 80, 90, avec un nombre de licenciés avec un taux à 2 chiffres chaque année, un passage de 30 000 à 150 000 en peu de temps, etc. Donc c'est vrai que cette partie-là, c'était plus facile pour nous, bien évidemment, à gérer, à travailler quand la situation était celle-ci. Mais je dirais que c'est plus intéressant de se pencher sur l'avenir et tout en tirant profit, tout en prenant en considération le passé. Mais bien évidemment, ce qui est excitant, c'est de se projeter dans l'avenir et de faire en sorte d'accompagner notre sport et la pratique de celui-ci. Donc rendez-vous dans 50 ans, Michel. Vous avez été top, bravo, très complémentaires tous les deux. Je voulais remercier l'UMIX pour aujourd'hui, pour une fois encore, ce magnifique plateau pour pouvoir recevoir les acteurs du golf pendant ces périodes compliquées. Puis après, j'aurai, j'espère, le plaisir de vous recevoir ici, vraiment sur le plateau ici. Mais vous savez qu'on ne peut pas être, je suis tout seul dans le plateau, même pas de technicien aujourd'hui. Donc merci encore à l'UMIX pour ça. Messieurs, je vais vous laisser avec le mot de la fin que vous allez chacun pouvoir dire. J'étais très heureux vraiment de vous réunir aujourd'hui. Vous êtes vraiment deux personnes qui faites un travail formidable, vraiment acteurs et au quotidien, tous les jours à fond. Merci pour votre passion, merci pour votre implication. Je pense que tous vos membres reconnaissent cette qualité en chacun de vous, ce dévouement pour la corporation. Et si ça fait autant d'années que vous le faites, c'est pas du hasard. On vous a pas placé là pour rien. Un immense merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci Michel, et portez vous tous bien. Prenez soin de vous et à très bientôt.